La Minute Éco avec Idriss Linge. Idriss Linge, qui est le rédacteur en chef de l'agence Ecofin, agence spécialisée sur les questions d'économie et de finances. Avec lui, nous allons parler ce matin de la réforme fiscale proposée par le G20 et qui ne profite pas aux pays pauvres. Idriss Linge, bonjour. Bonjour Marcel et bonjour à tous vos auditeurs. Dites-nous pour commencer ce que prévoit cette réforme. Alors, la réforme de la fiscalité internationale qui a été proposée par l'OCDE, c'est-à-dire l'Organisation économique pour la coopération et le développement, et le G20, dans le cadre de ce qu'ils appellent le cadre inclusif, qui a regroupé près de 139 pays, dont 130 ont apporté leur accord formel, prévoit une modification de la fiscalité internationale sur la base de deux piliers. Le premier pilier est celui de la portée des entreprises qui sont concernées. Et dans le cas présent, il s'agit essentiellement des entreprises multinationales du digital qui ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à 20 milliards d'euros et une rentabilité, c'est-à-dire un bénéfice, une marge de bénéfice avant impôt qui est de 10% au moins. Donc ça veut dire que pour qu'une entreprise puisse tomber sous le coup de la nouvelle proposition de fiscalité internationale, il faut déjà qu'elle ait un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros et en plus il faut qu'elle ait une marge de bénéfice avant impôt de 10%. On peut réduire progressivement, si jamais la réforme se met en place, on pourra réduire le threshold, en anglais, je crois en français, c'est le seuil plancher à 10 milliards d'euros pour les entreprises, mais ça, il faudra attendre au moins 7 ans. Donc, du coup, l'idée est de faire en sorte que ces entreprises-là, puissent payer l'impôt qui est juste dans les juridictions où elles mènent leurs activités. Maintenant, le deuxième pilier est celui du mode de répartition, parce qu'une fois qu'on a généré du revenu fiscal supplémentaire dans le monde, il est donc question de pouvoir distribuer le revenu qui a été ainsi décidé. Alors, l'option qui a été prise est celle du GLOBE, le Global Anti-Base Erosion Base Rules. En fait, c'est un mécanisme de calcul qui n'est finalement pas clair. C'est-à-dire que on prend ici, on prend là-bas, mais c'est pas très clair dans tous les cas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va finir par retrouver l'équivalent de pratiquement 275 milliards d'euros ou de dollars supplémentaires qui seront redistribués au niveau du monde. Et sur quel point précis ces pays dits pauvres ne sont pas d'accord avec cette réforme fiscale? Alors, évidemment, les pays, peut-être on va pas dire les pays pauvres, mais les pays qui ont des revenus plus faibles et sur lesquels l'érosion de la base imposable est la plus forte en termes d'impact, comme les pays d'Afrique qui perdent, selon Tax Justice Network, 27,5 milliards de dollars par an, selon le rapport sur la justice fiscale dans le monde publié en novembre 2020. Ce qu'on note, c'est que la manière dont le pilier 1 de la réforme fiscale proposée par l'OCDE et le G20, c'est-à-dire les pays riches du monde, il faut le dire, ne nous est pas favorable, déjà pour deux raisons. La première raison, c'est que cette réforme ne concerne pas le secteur des entreprises extractives. Or, l'essentiel de l'économie africaine se déroule à travers le secteur extractif, soit le pétrole, soit les ressources minières. La deuxième chose, c'est que cette réforme ne concerne pas les secteurs financiers. Or, une part importante des investissements qui se déroulent en Afrique
se déroulent grâce au private equity ou grâce aux banques. Sans compter que pour emprunter en devise, les États africains doivent consulter des banques internationales. Un peu comme le Cameroun qui a voulu emprunter sur le marché international des eurobonds. Il n'a pas appelé, Afriland. Il n'a pas appelé, CBC, Commercial Bank Cameroun. Il allait appeler JP Morgan. Il allait appeler Société Générale Group. Il allait appeler Citi. Il allait appeler des grandes banques internationales. Et ces banques-là font des activités en Afrique qui sont défiscalisées et qui ne se voient pas appliquer sur les revenus qu'elles génèrent un impôt conséquent. Donc ça, c'est un problème sur lequel les Africains ne sont pas d'accord. La deuxième chose, c'est le mode de répartition. Parce que finalement, tel que les Européens ont décidé de repartir, notamment le G20, pas les Européens, mais le G20 et l'OCDE ont décidé de repartir, le truc c'est que sur les 275 milliards d'euros ou de dollars de fiscalité supplémentaire qui aura été prélevée, seulement 40% ira au reste du monde. 60% reviendront à tous les pays riches, c'est-à-dire les gars du G20. Donc, vous imaginez bien que la part de l'Afrique risque d'être d'ailleurs très très marginale. Surtout qu'on parle ici davantage du digital. La troisième chose, c'est que cette réforme ne prend pas en compte le besoin des investissements des pays africains qui, parfois, pour acquérir de la technologie, sont obligés d'accorder ce qu'on appelle des avantages fiscaux. Comment on va donc compenser entre des avantages fiscaux et le besoin de capter réellement de la ressource, alors qu'effectivement, ces entreprises génèrent du business dans nos pays. Donc voilà pourquoi ces pays pensent que cette réforme a manqué à l'opportunité d'établir une vraie justice fiscale internationale. Il faut baisser le threshold. 20 milliards d'euros, c'est énorme. On aurait pu descendre au premier milliard d'euros de chiffre d'affaires pour commencer à taxer. 10% de rentabilité, c'est énorme. Ces entreprises pourraient juste ramener leur rentabilité fiscale autour de 7-8% et jouer sur les transferts de services non taxables pour augmenter les revenus intrafiliales. Donc du coup, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant et il faudrait que les pays africains, même ceux qui se sont engagés, comme le Cameroun, il en fait partie, puissent pouvoir tirer un avantage. Et justement, que proposent ces pays pauvres? Il n'y a pas une vraie proposition de la part des pays victimes. Hein, je veux dire, déjà ce qu'on dit, ce n'est pas que la réforme fiscale n'apporte rien, mais c'est qu'elle apporte juste un peu et que la plus grosse part de cette réforme ne profite pas à ceux qui sont pauvres. Donc ce que nous disons, c'est que cette réforme n'est pas une réforme pro-pauvre, alors que l'idée même de la réforme fiscale était de permettre que les pays les plus pauvres en termes de ressources financières, je le dis encore, parce qu'ils sont pauvres, mais ils ont des terrains, ils ont des arbres et tout ça, mais ils sont pauvres en termes d'argent, que ces pays aient un maximum de ressources monétaires. Donc du coup, c'était ça le but de la réforme. Donc il faut déjà qu'on fasse une réforme qui permet à ce que ces pays-là puissent encaisser le maximum de sous. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il faut qu'on revoie le mode de répartition. On ne peut pas utiliser forcément le globe pour pouvoir repartir les revenus. Mais alors, le treaty-based rule, c'est-à-dire que le subject tax rule, c'est des domaines très compliqués, Marcel. Ça ne veut rien dire. Il faudrait qu'on puisse faire ce qu'on appelle le country-by-country reporting, comme le propose Tax Justice Network, et par la suite, qu'on fasse une répartition en fonction du lieu du déroulé de l'activité. Une entreprise qui déclare 20 milliards de bénéfices, si on réalise qu'il a réalisé 10% de son chiffre d'affaires au Cameroun, on donne tranquillement 10% de l'impôt au Cameroun. C'est beaucoup plus simple comme ça. On n'a pas besoin d'avoir des globes, des STTR, des choses comme ça, qui ne sont compris par personne. Enfin, il y aura maintenant un problème de financement de l'outil qui permettra de capturer ces flux-là. Les pays africains ne sont pas prêts pour ça. C'est trop de budget. Et en plus, ils n'ont pas accès automatiquement à l'échange d'informations. Des pays comme les États-Unis n'ont par exemple pas adhéré à ce qu'on appelle le Common Reporting Standard. Et ça, c'est un problème. Et la plupart des paradis fiscaux sont logés parfois dans des îles vierges
qui sont des entités juridictionnelles rattachées soit aux États-Unis, soit à la Grande-Bretagne. Bien sûr que les paradis fiscaux vont avoir plus d'impôts parce que bon, voilà, ils avaient 0 taxe et tout le reste. Mais la vérité, c'est que ces paradis fiscaux appartiennent à des pays, notamment l'Empire britannique. Donc ça reste un gros problème et qu'il faudrait résoudre. Mais malheureusement, les Africains, même s'ils protestent aujourd'hui, n'ont pas su batailler dur sur ces questions. Je rappelle que si je vous donne le document du Pilar One, de ce dossier, c'est 345 pages, Marcel. Il faut s'asseoir, lire et comprendre. Et c'est extrêmement complexe. Donc je pense que c'est vraiment un gros défi. Et quelle est la position du Cameroun dans ce débat? Alors, le Cameroun n'est pas exempté de la fiscalité du digital. Hein. Vous savez, aujourd'hui au Cameroun, on peut louer des hôtels via une plateforme qu'on appelle Booking. Sur chaque hôtel loué sur Booking gagne 15% de chiffre d'affaires. Et je peux vous garantir que son business marche très bien ici. Il y a pas mal d'autres services. Quand on fait de la publicité sur Google engrange un chiffre d'affaires au Cameroun. Quand on fait de la publicité sur Facebook engrange un chiffre d'affaires au Cameroun. Et quand on fait la publicité sur toutes ces plateformes, les sociétés qui viennent supporter les opérateurs de téléphonie mobile pour les services digitaux, ils engrangent des bénéfices, les droits de marque, ce genre de choses. Il existe une opportunité de bénéfices taxables sur les multinationales. D'ailleurs, la fiscalité perdue au Cameroun du fait des multinationales atteint quand même suffisamment d'argent. Je n'ai pas le montant clair en tête, mais je vous le donnerai la prochaine fois. Mais on est dans des centaines de millions de dollars chaque année. Nous avons d'ailleurs établi que la perte fiscale pour le Cameroun, chaque année, pour les 10 années partant de 2008 en 2018, grâce à une étude du CRADEC, le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire, une ONG basée au Cameroun, que nous avions perdu 32 milliards de dollars. Donc vous imaginez, ça veut dire avec ça, le Cameroun pourrait financer tellement de choses, son chemin de fer, ses écoles, l'affaire de Mbalam, là. Vous savez, ils n'ont pas besoin d'emprunter pour ça. L'eurobond, on rembourse ça comme ça, avec un claquement de doigts. C'est quoi l'eurobond? 750 millions de dollars. On rembourserait ça comme ça. Mais au lieu de ça, on a perdu ça dans les flux financiers illicites en matière de commerce. Donc, oui, le Cameroun est très préoccupé par ça. Le Cameroun fait partie intégrante du cadre inclusif. Il a adhéré à ce cadre. Le président a d'ailleurs déjà ratifié la loi. Le Parlement a ratifié la loi, le président a signé le décret de ratification. Mais je crois que jusqu'à présent, les instruments n'étaient pas encore déposés physiquement au siège de l'OCDE. Mais dans tous les cas, le Cameroun en fait partie. Il a émis des réserves, mais même les réserves du Cameroun sont critiquables. Il s'agit des réserves, par exemple, pour protéger les accords fiscaux avantageux qui ont été pourtant signés avec la France et des pays comme l'Afrique du Sud. C'est des accords fiscaux qui ne servent à rien. Parce que c'est des accords qui permettent à des pays investisseurs de gagner davantage d'argent, alors que les pays récepteurs de l'investissement comme nous perdons de l'argent via l'investissement public direct étranger, l'investissement direct étranger. Donc voilà, c'est un sujet assez intéressant. Nous allons le développer plus tard. Merci beaucoup, Idriss Linge, rédacteur en chef de l'agence Ecofin, agence spécialisée sur les questions d'économie et de finances. Merci et bonne journée. Au revoir Marcel et au revoir à tous vos auditeurs.